Chacun a son langage d'amour et lorsque tu ne connais pas le langage d'amour de ton conjoint, c'est difficile, il y aura des plaintes tout le temps. Si tu sais que peut-être ton mari, bon, il est du genre qui aime les câlins, fais-lui les câlins tout le temps. Et si l'homme aussi sait que bon, sa femme, peut-être son langage d'amour, c'est partager des moments ensemble, Un être autre ensemble aspect tout sera le temps. aussi de beaucoup lire, de se former soi-même. Parce que tu ne peux pas juste dire que bon, je veux que ça soit comme ça et tout. Il faudrait que tu aies des arguments solides pour pouvoir défendre ta position ou alors pour pouvoir dire pourquoi est-ce que toi tu prends cette position. Il faudrait que même on soit convaincu qu'on a besoin d'écouter des formations comme ça parce que moi je connais jusqu'aujourd'hui, il y a des mamans, tu leur dis qu'il faut faire attention à la psychologie de l'enfant, elle va te dire que ça c'est les affaires des blancs. Sortons un peu du cadre classique où se retrouver en intimité, c'est le soir, dans le noir, dans notre chambre. Si on n'est pas dans notre chambre, la nuit, à 22h, non, ça ne fonctionne pas. Non, essayons de se réinventer à midi, peut-être à 8h qu'on a laissé les enfants, on rentre, bah, au moins c'est réglé, chacun a trouvé son compte, puis chacun est de bonne humeur. C'est que c'est un jeu, c'est un jeu. Et moi, je pense que quand les deux partenaires sont dans le bain, il n'y a pas question du nombre de fois. Aussi, essayons souvent de nous mettre sexy. Hein? Parce que souvent, quand tu ne te sens pas aussi bien dans ta peau, tu n'as pas envie de te mettre nu devant ton conjoint parce que peut-être ton slip a une couleur bizarre là. Ou alors, tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau, quoi. Ça, c'est aussi important. Et il y a maman qui dit dans Une autre astuce, ce n'est même pas d'emporter. Tu ne portes même plus, quoi. Voilà. C'est des obstacles inutiles. La gestion des finances dans le foyer, c'est comme en entreprise. Une fois qu'on établit quelles sont nos charges dans nos foyers, quelles sont nos différentes sources de revenus et nos différentes sources de dépenses, il faudrait que si, en fonction de l'apport de tout un chacun, que ce soit volontaire ou bien sa capacité à pouvoir, il faudrait qu'on se dise que si tel peut apporter 70% et l'autre 30% pour essayer de couvrir toutes les charges de la maison, que chacun s'arrange toujours à remplir son devoir. Pas une histoire de oui, cet argent c'est pour envoyer, c'est pour faire des projets discrets et tout. Non, vraiment c'est pour se sentir à l'aise. Parce que c'est toi qui travailles, c'est vous qui travaillez cet argent, vous avez besoin à un moment donné de vous faire plaisir quand même. D'accord? On est bien d'accord qu'il faut se faire plaisir. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous voici dans une nouvelle édition de Happy Mama. C'est ta première fois chez Happy Mama, alors installe-toi, je te présente rapidement la chaîne. Happy Mama est une association de femmes de différents horizons, majoritairement africains, qui se rencontrent en ligne via nos canaux de Zoom pour échanger sur des thèmes touchant la femme. Le but des rencontres est d'échanger des astuces pour mener à bien leur casquette de femme, de partenaires de vie, de maman et de femmes carriéristes. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite à t'abonner pour être notifié à chaque fois que nous avons un nouveau contenu. N'hésite pas à partager nos podcasts si tu trouves ce que nous faisons intéressant. Pour participer à nos rencontres, il te suffit d'être une femme et d'envoyer un email à l'adresse motihappy@gmail.com et tu obtiendras le lien de la rencontre. Dans les minutes qui suivent, tu écouteras des femmes échangeant sur le thème « Les incontournables d'une femme pour une famille épanouie ». Comment efficacement faciliter la communication dans la vie de couple. Une petite astuce pour gagner en temps est d'écouter le podcast pendant que tu fais ta cuisine, ton ménage ou alors dans les transports en commun. Bref, en combinaison avec une tâche qui le permet. Aussi, tu peux accélérer la vitesse de l'audio en configurant la vitesse de lecture à 1,5 ou 1,75. Pense également à regarder la barre de description où je te mets des liens des livres en rapport à cette thématique que nous recommandons vivement. Alors, bonne écoute. Donc, je vais commencer par dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème. En fait, à la dernière rencontre, nous avons parlé des incontournables d'une femme pour une famille épanouie. Et lors de cette rencontre, on a listé de façon brève ce que nous pensons être les clés pour qu'une femme ait une famille épanouie. Et puis on s'est dit, on ne va pas se limiter seulement à les lister. Il est important pour nous de rentrer dans les détails et comprendre comment ça se passe, comment s'y prendre face à toutes ces clés-là. Et parmi les clés qui ont été listées, on a parlé de la communication. Et on a monté le flyer et tout.
Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que j'ai une petite sœur qui a posté ça sur son statut et elle a eu une réaction de ses contacts par rapport à ça et je vais vous lire ça. Un moment, s'il vous plaît. OK, elle répond, elle dit ceci. Il faut communiquer. Excusez-moi, j'ai deux machines. Si je regarde de ce côté, c'est pour ça que vous allez remarquer que j'ai le visage tourné par là. Elle dit ceci. Il faut communiquer. Je dis elle, je ne sais pas si c'est une elle, si c'est elle ou il. Mais la personne dit il faut communiquer à tout moment et même sur des sujets banals. Créer surtout une relation de plaisir avec l'autre autour des petits moments intimes. Et tout doit être une communication, y compris la couverture qu'on met sur le lit, le bouton qu'on pèse, sa chaussure qu'on nettoie. Communiquer en couple revient dans de petites choses à montrer à l'autre qu'il partage nos moments les plus intimes et que lui-même nous est intime. Communiquer, c'est montrer à l'autre qu'il n'est plus seul, qu'un bonheur l'accompagne tous les jours par des gestes, des choses et des moments importants. OK. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, qu'elle demande à la personne de venir nous expliquer ça ici en détail. Parce que moi, ça m'a l'air trop facile de tout ce qu'elle liste là. Et je ne sais pas si elle est parmi nous aujourd'hui, si c'est elle. Mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais si c'était si facile, pourquoi avons-nous des divorces, entendons-nous parler des divorces tout le temps? Et vous allez me demander certainement, qui t'a dit que les divorces sont dus au problème de communication? C'est pour ça que je vais commencer donc par poser la question. C'est même quoi la communication? Qu'est-ce qu'on entend par communication? Ça, c'est ma première question. Parce que si on ne commence pas sur de bonnes bases, donc du coup, on ne sait même pas où on va. Pour ma part, si je dois commencer, pour ma part, c'est se comprendre et se faire comprendre dans la bienveillance. Par la communication, c'est d'abord de connaître la personne avec qui tu veux communiquer pour pouvoir savoir comment communiquer, car la communication est autant verbale que non verbale. Ça veut dire que tu peux t'exprimer avec des mots, comme tu peux t'exprimer en action quand tu communiques. Du coup, il faut être aux aguets dans tout ce que tu fais, parce que la communication peut aussi être non-verbale, parce que parfois on s'appuie plus sur le verbal en oubliant que le non-verbal aussi, c'est communiquer. Tu peux faire certaines actions, te disant que tu n'as pas communiqué, mais la personne qui est en face de toi a vu ces actions et interprété certaines choses. Et vu que tu as normalement communiqué, en fait, du coup, il faut savoir que on communique aussi verbalement que non verbalement et connaître avec qui tu communiques pour pouvoir mieux communiquer, en fait. C'est ça que moi je peux définir sur la communication. Merci. Pour ma part, communiquer, il y a d'abord communication entre deux ou plusieurs personnes. Pour qu'il y ait communication, il faut y avoir au moins deux personnes. Et communiquer, pour moi, c'est faire passer un message codé ou non codé dans le langage que l'autre comprend. Parce que si l'interlocuteur ne comprend pas le langage, il n'y a pas communication. Donc, pour ma part, pour parler de communication, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait plusieurs parties, un message et dans le langage que les deux parties comprennent. C'est ma contribution. Merci. Autre intervention? C'est vrai que les trois définitions là résument très bien ce que c'est que la communication. Maintenant, ça veut dire que quand il n'y a pas communication, il y a des accords. On est d'accord. Maintenant, quelles sont les causes des désaccords dans une relation? Qu'est-ce qui peut être la cause d'un désaccord dans une relation?
j'aimerais vraiment que le maximum se prononce parce qu'on va devoir entrer en détail après sur chaque point si c'est possible et voir comment faire face à ça. Un truc qui me vient à l'esprit, c'est généralement dans les désaccords, pour ceux qui ont déjà des enfants, dans l'éducation des enfants. Les partenaires ne s'entendent. J'ai oublié une précision, les causes des désaccords et pourquoi. Je vais expliquer pourquoi, je demande pourquoi après. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants, moi je pense que c'est parce qu'on a comme des modèles déjà prédéfinis. On vient d'une famille et puis on a vu comment nos parents nous ont éduqués et on a tendance à faire pareil. Ou alors à faire carrément le contraire de ce que nos parents ont fait parce qu'on se dit peut-être nos parents n'ont pas bien fait et puis on va corriger. Et si deux personnes se retrouvent dans une situation comme ça fait que chacun vient avec son approche, l'autre vient avec son approche. Si ça avait que nos approches regardent dans le même sens, c'est tant mieux, mais il peut s'avérer que on va dans les directions opposées et du coup, ça peut créer des conflits, quoi. Donc, c'est ma contribution. Je dirais que l'une des raisons je sais pas, de mésentente dans le couple, c'est les finances en fait. Je trouve que bah, il y a beaucoup de problèmes autour des finances dans les couples en général. C'est que parfois, peut-être les deux parties n'ont pas reçu la même éducation financière et alors c'est assez difficile de trouver un terrain d'entente, quoi. Et parfois aussi, il peut arriver que peut-être l'homme, peut-être il a vu ses parents faire ou bien son père faire, alors il veut absolument reproduire ce prototype-là dans sa maison, quoi. Peut-être la femme, elle, venant d'une autre famille avec une autre éducation, elle, peut-être, elle se voit en train de gérer les finances autrement. Et parfois, ça peut causer vraiment de sérieux problèmes au point où, voilà quoi, au point où un couple peut-être qui a signé communauté de biens se retrouve en train de vivre la séparation de biens, en fait. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui est un très gros facteur de désaccord. Même lorsqu'il y a communication, s'il n'y a pas essai de compromis ou bien surtout la bonne volonté de faire ensemble et de regarder tous les deux dans la même direction en ce qui concerne les finances, ça peut vraiment être très, très difficile à gérer en fait. Peu importe les coûts, ça peut être très difficile à gérer, sans compter que on connaît aussi des facteurs tels que les femmes peut-être qui, ou bien les hommes, enfin chaque partie de son côté, qui envoie, nous sommes tous africains ici, qui envoie de l'argent au pays sans dire à l'autre, vous voyez. Et il y a aussi des facteurs où peut-être la femme, elle a une réunion quelque part qu'elle fait, où elle fait une tontine et tout. Et le mari n'est pas au courant. Demain, il apprend seulement que ta femme a peut-être construit une maison quelque part au village. Le monsieur n'était même pas au courant qu'il y a un bien. Pourtant, ils ont signé bien commun. Donc, il y a beaucoup de trucs, quoi. Le manque de transparence dans les finances, c'est un sérieux problème. Même lorsqu'on vit en Occident, c'est vrai qu'on fait la déclaration d'impôt ensemble, mais ça n'empêche que beaucoup de gens se retrouvent dans des problèmes à cause des finances. Voilà, donc je pense que c'est un très gros facteur de mésentente, de désaccord et tout ça dans le couple. Ouais. Le thème de ce soir, c'est la communication. Et elle a dit que un des problèmes, c'est le manque de communication et ça peut arriver sur le ménage et tout. Et j'aimerais souligner que tu peux communiquer sur le cas de l'Europe, que tu as besoin d'aide et tout, mais il faut souligner qu'il y a la manière de communiquer et il faut aussi être prêt à recevoir le feedback, qu'il soit positif ou négatif. Parce qu'il ne faut pas que ce soit qu'on dise que non, chez Happy Mama, on a dit que on va parler avec le conjoint et quand le conjoint te dit qu'il ne veut pas, ça devient que ce sont les problèmes. Tu peux dire, Je tu crois peux que tu as avancé, solliciter. tu es déjà avancé, tu es dans les solutions. Oui, c'est vrai que je suis juste en train de vouloir éveiller ça parce que je me suis dit que peut-être on va parler de ça plus tard. Donc j'ai voulu souligner cela en fait. Bon, mais si Ok. c'est une solution, c'est qu'on va revenir dessus alors plus tard. Non, on arrive, on arrive. Là, on est juste dessus. On est en train de lister les causes. Les causes, ok, d'accord. Merci.
Bonsoir les mamans. Moi, un point de désaccord que je trouve aussi dans les couples, du moins qui pourrait exister dans les couples, c'est au niveau de la vie sexuelle, dans la mesure où l'un pourrait avoir une libido euh, plus développée que l'autre, et ça pourrait justement aboutir à un désaccord. Mhm. Merci. Même pas seulement problème de libido, même quand j'ai dit ça la dernière fois aussi, c'est le fait de se négliger, quoi. L'autre n'est plus attiré par l'autre et du coup, on s'éloigne un peu sur ce côté-là. Ouais. Où sont les mains? Oh, elle en a, elle. Jeanne, je voudrais parler, mais je cherche depuis où est-ce que je dois lever la main, je ne vois pas. Vas-y, parle-toi seulement, parle. Ma copine. Ma Cette copine. technologie-là, ça saoule même pas, toi. C'est ma copine. En Ta fait, copine de Nicaise. je voulais dire aussi une cause de problème pourrait être le fait que, oui, surtout par rapport à la belle famille. Parfois, l'homme peut avoir l'impression que ces problèmes viennent seulement de la belle famille, soi-disant là. Il a l'impression que sa femme protège trop, en fait. Et je crois que Flore a parlé de ça, bien qu'il a l'impression qu'elle envoie de l'argent, parce qu'il y a ce problème de communication où elle arrive, ou encore elle n'arrive pas réellement à présenter le fait qu'elle veut bien aider sa famille, mais l'homme ne reçoit pas réellement ça. En fait, ça ne passe pas. Et ça fait que parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de clarté, elle sera donc obligée parfois de faire des choses en cachette. Et c'est pas souvent très bien. C'est vraiment pas très bien. Et je crois que le problème même de fond, c'est le manque de communication, le fait que ce soit pas clair pour tout le monde. Comment est-ce que les choses devraient se passer? Super. Super. Moi, je pense que l'une des causes majeures du désaccord dans les couples, c'est que le message n'est pas passé. Le message n'a pas été compris. Oui, oui. Le message n'a pas été compris par l'un des partenaires, quel que soit. Parce que, qu'on le veuille ou non, on communique toujours. C'est juste que l'autre ne comprend pas. Et pour ma part, c'est beaucoup plus aussi sur l'éducation des enfants, ce qui divise beaucoup les parents. Il y a toujours un parent qui est peut-être laxiste et l'autre qui est un peu plus rigoureux. Et parfois, il y a ce choc et conflit d'intérêt chez les enfants. Merci. Galaxy est de retour finalement. Allô. Aha. Allô, bonsoir. Oh, enfin, Galaxy, tu es là. Bonsoir. Vraiment, je ne savais pas où toucher pour parler. C'est maintenant que je viens de me rendre compte. Oh, technologie, oh. Maman, continue seulement. Ok. Ok, vraiment, je vous ai bien entendu depuis le début. C'est que je n'arrivais pas à me positionner. C'est l'antenne qui parle. Vas-y. Je connais la voix. Bon, au regard de mon vécu quotidien, moi, je pense que l'une des causes de mésentente, de la mésentente, très bien, de la mésentente dans un couple, pour moi, il y a le sexe. Il y a le sexe. Pourquoi? Parce que il y a des fois où ton partenaire n'est pas apte ou bien est fatigué à le faire, et quand tu lui dis gentiment que bon, c'est pas possible, le lendemain, c'est carrément la boude, hein, c'est carrément la boude, vous ne vous parlez pas, chacun de son côté, jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous reveniez sur des bons sentiments. Donc, moi, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que l'un est toujours celui-là qui initie les décisions. Et ce qui fait que du coup, quand vous apportez votre point de vue, bon, lui pense que bon, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à porter. Il pense que bon, ce que vous dites n'a pas de sens. Et puis, il y a aussi le problème de finance. Finance comme d'une des copanélistes là, c'est souligné.
Oui, il y a les finances aussi, et qui causent aussi vraiment les mésententes dans les couples. Oui, parce on ne parvient pas à s'accorder sur ce que tel ou tel fait avec son argent, ce qui fait que, bon, c'est un désordre total, c'est un fou. Donc, Mm. voilà ce que moi je pense. Merci beaucoup. Merci. Mm. Moi, je pense que l'une des causes de désaccord aussi dans un couple, c'est la place de la femme. Donc, parfois, chez les hommes, on va te dire, oui, la femme, surtout ici en Europe, la femme, elle doit rester à la cuisine. Il y a des couples comme ça crée souvent aussi des désaccords. Donc, la place de la femme, la soumission de la femme, donc, c'est aussi l'une des causes des désaccords dans un couple. Je voulais aussi ajouter, bon, les finances, on en a déjà parlé. Et il y a aussi même le nombre d'enfants, hein. Même le fait d'avoir 2, 3, 4, 5 enfants, là, ça pose souvent problème. Je pense qu'on entend souvent dans les couples ici, on entend souvent ici que oui, je voulais 3 enfants, ma femme ne voulait plus accoucher, bon, j'ai été faire l'autre ailleurs. Donc, il y a aussi ça, la régulation des naissances. Donc, voilà ce que je voulais apporter. Super, super. Flo, c'est ton ancienne main ou bien c'est ta nouvelle main? Donc, je ne vous ai pas entendu là. Ma main n'est jamais ancienne, oh, c'est la nouvelle. En fait, je voulais ajouter une autre raison de mésentente dans le couple, c'est l'ignorance du langage d'amour de son conjoint, en fait. Parce qu'il y a plusieurs langages d'amour, il y en a qui préfèrent les attouchements et tout. D'autres, c'est non, ils préfèrent les cadeaux pour montrer qu'on les aime. Il y a des gens qui préfèrent des moments précieux partagés ensemble, quoi. Je veux dire, chacun a son langage d'amour. Et lorsque tu ne connais pas le langage d'amour de ton conjoint, c'est difficile. Il y aura des plaintes tout le temps. Si tu sais que peut-être ton mari, bon, il est du genre qui aime les câlins, fais-lui les câlins tout le temps. Et si l'homme aussi sait que, bon, sa femme, peut-être son langage d'amour, c'est partager des moments ensemble, être ensemble tout le temps, mais fais-le. Donc, je pense que lorsqu'il n'y a pas ça, c'est aussi vraiment les couples ont tendance à s'éloigner en fait. Donc, c'est important de connaître le langage d'amour de son conjoint ou de sa conjointe afin de, voilà, de pouvoir vivre en harmonie, quoi. En parfaite harmonie aussi, ouais. Super, Je merci. pèse ma main, maintenant elle est ancienne. Je voulais juste ajouter les fréquentations en général. Bref, nous les femmes, on a certains types d'amis que nos hommes ne préfèrent pas, ou bien même les hommes aussi. Quand ils ont des amis qui les font sortir souvent de la maison, aller boire un coup ou bien faire des choses qui ne nous plaisent pas, du coup, ça peut être aussi source de mésentente dans le couple. Du coup, bref, on peut pas, les amis de mon mari ne peuvent pas tous me plaire, mais je me dis aussi qu'il faut à un moment donné qu'il y ait la tolérance. Et essayer aussi de discuter de ça clairement parce que si tu es avec quelqu'un qui te donne de mauvais conseils aussi, ben, ton partenaire a l'impression que tout ce qu'il te conseille, ça va dans le sens de la discorde au sein de la famille. Ça peut aussi créer des problèmes au sein du couple. Du coup, le choix des amis aussi peut être source de mésentente. Super. Je voudrais rajouter à ça la différence de culture. Il y a des gens qui ne s'entendent pas peut-être parce qu'ils ont des problèmes. Peut-être que l'autre est protestant, l'autre est catholique, l'autre est musulman, et puis maintenant les enfants grandissent. C'est vrai que tout ça se ramène toujours aux enfants. Mais même entre nous, là, on s'est dit, oh, peut-être quand on se côtoie, quand on va tous à l'église catholique, même après, chacun revient sur la réalité et dit, OK, je ne pars plus chez vous, maintenant il part chez nous. Juste à ajouter que ce qui peut être aussi un point de désaccord dans un couple, il peut aussi, ça peut être, comment on appelle ça, le fait d'enseigner sa langue maternelle à son enfant. En fait, pour les deux courses, on ne sait pas on ne sait pas pour qui est-ce qu'on devrait. Peut-être on n'est pas de même, qu'est-ce que je veux dire, de la même tribu, par exemple, et ton conjoint ne souhaiterait pas que ton enfant apprenne enfin, votre enfant apprenne sa langue maternelle et vice-versa. Donc, je me dis en fait que ça peut être un problème de désaccord dans un couple. Super. Autre chose.
D'accord. Moi, je dirais également les activités, en fait, les hobbies que l'un et l'autre peuvent avoir. C'est différent. Ok. Je crois on a cité pas mal de points là. Et ce que je vois là, c'est qu'on peut regrouper tout ça en 5 grosses catégories. L'éducation des enfants, la sexualité, la famille et ou la belle famille, la gestion des finances, les tâches ménagères et on n'a pas parlé du travail. Peut-être il y a un des conjoints qui est comme, on appelle ça quoi? Un addict à son travail et l'autre est à la maison pour s'occuper peut-être des enfants et du coup il ne trouve pas de moment pour eux. Donc ça peut créer également des mésententes dans le couple. Maintenant, voici le moment tant attendu. Comment on résout ça? Comment on fait pour rendre ça beaucoup plus facile? C'est vrai que c'est difficile, il faut qu'on se dise la vérité. Communiquer n'est pas facile, surtout quand euh, l'initiative n'est pas prise par les deux en même temps. Là, les, nous sommes maman ici, nous sommes seuls ici, les maris ne sont pas là. Rudy, tu voulais dire quelque chose, pardon. Bonsoir déjà. Désolée, j'ai pris un peu de coup. Mhm. Mais dans ce que vous avez cité tout à l'heure, j'ai pas entendu par exemple le problème d'éducation de base. Quand je parle de problème d'éducation de base, généralement je crois que même la société allemande, des Africains allemands, ils sont confrontés au problème ils ont reçu une éducation de je suis bantou, je suis ci. Et en fait, quand ils arrivent en Allemagne, ils s'adaptent pas. Parce qu'en fait, on peut pas copier voilà, l'éducation africaine ou bien le couple africain en Europe. Donc, en fait, il y a d'abord le problème d'éducation, pour moi, hein, et le problème de dialogue aussi. Donc, je ne sais pas si on en a parlé, on a cité ça dans la liste des, la liste des problèmes, en fait, les problèmes de couple. C'est vrai qu'on a parlé aussi du Ça va langage. rentrer dans Et il y avait aussi le langage de l'amour, le langage de l'amour, pour moi, qui est super important. Mhm. Très, très important. Et je veux on le note vraiment. Parce que ça, il y a tout un débat là derrière, même des conférences là derrière. Mhm. Non, Merci. je peux vous intervenir. Ok, merci. Merci à En tous. gros, 5 points que j'ai énumérés, alors on ajoutera l'éducation de base et le langage de l'amour. Je ne sais pas si ça rentre dans un des 5, les deux pour la rentrent dans les 5 points que j'ai énumérés précédemment. Mais on va aller progressivement, ça c'est sûr. Kéline, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste reprendre ta question, mais je peux continuer. C'est pour reprendre. Ok. Là, on va commencer directement. Je disais tantôt que c'est pas évident, surtout quand on suit on a des rencontres comme ça là, et puis ce n'est qu'une seule personne qui suit, qui apprend, ou alors qui veut bien faire des efforts, mais de l'autre côté, c'est pas forcément ça. Mais moi, je me dis, c'est vrai, on n'a pas les hommes avec nous ici, mais il se peut, d'après les statistiques, mes petites recherches que je faisais, que la majorité des séparations sont généralement générées par les femmes. Ce sont les femmes qui demandent généralement la séparation. Et pourquoi? La raison qu'on donnait, c'est parce que les hommes ont une éducation émotionnelle très, très basse. Et du coup, ça fait que la femme a du mal à vivre avec quelqu'un qui ne comprend pas ses émotions et du coup, elle a tendance à demander la séparation. C'est pour ça que je me dis, si l'initiative vient de la femme, peut-être ça va améliorer beaucoup de choses dans le couple. C'est ça que je me dis, nous ici, là, on peut faire nos efforts à notre niveau et essayer d'appliquer ça dans nos couples. Qui sait, peut-être ça va mordre un de ces quatre.
Oui, ok. Maintenant, comment faciliter la communication quand il s'agit de l'éducation de nos enfants, par exemple? On est face à une situation, l'autre a dit, il y a des parents, un partenaire qui est laxiste, l'autre qui est plutôt du, comment l'amener à lui faire comprendre ou alors à comprendre sa méthode sans toutefois élever le ton ou finir en queue de poisson ou oui, sans se chicaner, sans se déchirer et, et qu'à la fin tout le monde est content. Oui, bonsoir les mamans, j'espère que vous m'écoutez. Désolée, j'ai le voisin qui fait tellement de bruit ce soir. Donc, si à un certain moment il y a tellement de bruit, il faudrait juste comprendre. Bon, comment faire par rapport à l'éducation des enfants? Chez moi, par exemple, au début, j'ai compris qu'il y avait cette différence parce que l'un pensait que non, il faut éduquer les enfants comme en Afrique, comme on a grandi là, pour qu'ils ne soient pas comme les enfants des Blancs qu'on nous amenait, les trucs comme ça et tout. Et l'astuce que moi j'ai finalement trouvée, c'était de faire les formations sur l'éducation des enfants. Il y a des associations ou bien alors il y a des psychologues et tout. On fait un peu des formations sur ces choses-là. J'ai pris quelques-unes de ces formations et je nous ai inscrits à deux, bien sûr, avec l'accord de mon partenaire. On a fait ces formations ensemble, on a appris ensemble et cela nous a aidé à causer par après sur, bon, voilà ce qu'ils ont dit, voici comment est-ce que nous, on veut faire dans notre famille. Un autre aspect sera aussi de beaucoup lire, de se former soi-même. Parce que tu ne peux pas juste te dire que, bon, je veux que ça soit comme ça et tout. Il faudrait que tu aies des arguments solides pour pouvoir défendre ta position ou alors pour pouvoir dire pourquoi est-ce que toi, tu prends cette position-là. Donc, pour moi, ce sont les deux points que j'aimerais proposer. Merci. Oui, tu as dit beaucoup lisent, ça je retiens pour tout le monde, mais maintenant, pour ceux qui sont, par exemple, au Cameroun ou en Afrique en général, on n'a pas beaucoup la chance d'avoir ces formations. Et on fait comment pour ce genre, pour le cas là, ou alors on se contente de lire. Bien, il y Je a... pense que ces formations, ces séminaires et tout viennent aussi. Il y a tellement sur l'enfance, la psychologie de l'enfance et tout dans les livres. On peut trouver ça. Il y a aussi des vidéos sur YouTube. Il y a la dame, on en parlait une fois, justement, Isabelle Fioza. Je pense que ce sont des trucs comme ça on peut s'appuyer. Me disait aujourd'hui que sur YouTube, on trouve tout. Donc, on peut chercher aussi ces formations-là ou alors ces séminaires-là, même sur YouTube, par exemple. Au lieu de regarder un film, je peux carrément regarder un truc pareil. Et je peux, même avec mon époux, au lieu qu'on s'asseye, on voit un film, on peut regarder un truc comme ça et causer par après. On ne doit pas tout copier ce qu'on nous dit, mais on essaie un peu d'adapter à notre façon de voir la vie, quoi. Mhm. Oui. Mhm. Merci. Faudrait bien qu'on ait un partenaire qui soit d'accord de s'asseoir avec nous pour écouter ça. D'abord, il faudrait que même on soit convaincu qu'on a besoin d'écouter des formations comme ça parce que moi, je connais jusqu'aujourd'hui, il y a des mamans, tu leur dis qu'il faut faire attention à la psychologie de l'enfant, elle va te dire que ça, c'est les affaires des blancs. Donc, il faudrait qu'on soit d'abord convaincu de ça. Et Juste, puis, Jeanne, ce que c'est quoi? C'est que parfois il y a des choses qu'on fait, on ne voit pas. Comme tu dis, il y a des mamans qui vont dire comme ça, mais quand tu arrives à expliquer à cette maman-là pourquoi c'est comme si le voisin intervenait. Désolée, j'ai eu un appel à entrer, j'étais sur le téléphone. Je disais, je prends un cas simple sur la puberté, n'est-ce pas? J'ai fait une formation justement en préparation puisque je vois mon fils, il aura bientôt 12 ans. Et on expliquait que à un certain âge, quand la puberté commence et tout, ils n'arrivent plus à vraiment se concentrer. Tu vas voir, c'est quelqu'un
que tu pouvais lui dire, fais comme ça, il fait vraiment. Mais tu vois, parfois, il sort de sa chambre, il est en train d'aller faire quelque chose, il oublie, tu vois, et puis il commence déjà une autre chose et tout. Et justement, on expliquait que, en fait, c'est leur cerveau qui est en train de se développer. Et cette dame, elle expliquait tellement, tu vois. Quand tu comprends déjà cela, tu peux... Désolée. Quand tu comprends cela, tu peux donc comprendre que en fait, l'enfant ne fait pas cela pour t'énerver, mais c'est son corps qui est en train de grandir. Et tu vas prendre ça d'une autre manière. Tu pourras c'est juste lui rappeler que tu sortais de la chambre pour faire telle chose. Tu peux faire jusqu'à la fin. Tu vois, je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais ce sont les choses qu'il faut même d'abord comprendre. Et pour pouvoir même expliquer à ton époux que, bon, je pense que taper sur l'enfant et tout, c'est pas l'idéal ou bien, je sais pas. Il faudrait d'abord que toi, tu puisses avoir des arguments solides, tu vois. Et pour pouvoir avoir ces arguments solides, il faut se former. Ok. Oui, merci. Très bien, merci beaucoup. Oui, moi, ce que je voulais dire, en fait, c'était oui, la formation, comme Karine a déjà dit. Et aussi, ce que je trouve important aussi, c'est ne pas confronter ces idées, en fait, devant les enfants. Parce que quand on commence à parler devant les enfants et qu'on a des points de vue différents, je ne sais pas si c'est l'ego humain, tout le monde va avoir raison. Et finalement, ça peut toujours finir en queue de poisson ou ça peut finir en dispute ou des choses comme ça. Moi, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Moi, je pense que pour l'éducation des enfants, il faut d'abord définir les valeurs que vous voulez inculquer aux enfants. Et je pense qu'en le faisant ensemble, vous aurez une liste un peu plus longue parce que chacun a ses valeurs, chacun vient avec tout ce qu'il a reçu de positif dans sa famille. Donc, vous essayez je pense, on peut essayer d'énumérer toutes les valeurs. Peut-être si c'est les valeurs, c'est quoi? On aimerait que les enfants soient peut-être polis, soient généreux, soient serviables et tout ça. On essaie de lister vraiment toute une liste de valeurs qu'on aimerait inculquer aux enfants. Et en le faisant ensemble, les deux conjoints, ça permettrait vraiment de discuter maintenant quelles sont les différentes méthodes qu'on pourrait avoir pour inculquer cela aux enfants. Et aussi d'abord essayer de vivre ces valeurs-là soi-même. Je parle des parents parce que les parents sont en fait les premiers héros des enfants, si on peut dire comme ça. C'est les premiers exemples que les enfants voient. Donc, si les parents, par exemple, je prends par exemple, quand je parle de générosité, je prends un peu le cas de, le fait, par exemple, quand on invite tes enfants à un anniversaire, le fait de faire un petit cadeau que l'enfant remettra là-bas, ça montre déjà à l'enfant que oui, quand tu vas quelque part, il faut chercher à garder autrui pour un anniversaire, même si c'est pour une visite de courtoisie. En allant chez X, en achetant quelque chose, tu dis, bon, voilà, viens, on va faire les achats, on va prendre un petit chocolat ou bien quelques petits jouets pour les enfants, voilà. Et puis, ça fait que l'enfant, c'est des petits gestes anodins comme ça, mais l'enfant retient tout ça. Et l'enfant se rend compte que, ben si, moi aussi, si je dois aller quelque part, même sans maman, je dois chercher à garder un petit truc à quelqu'un parce que les parents le font déjà. Donc, il y a autant de choses. Et si on dit aussi que peut-être l'une des valeurs, c'est la politesse, il faudrait que les parents eux-mêmes soient polis envers les gens qu'ils rencontrent et tout, même la manière de parler, la décence et tout. Et voilà, la bienveillance dans tout ce qu'on fait pour que les enfants aussi puissent copier. Donc, c'est pour ça que je dis que pour l'éducation des enfants, je pense qu'en communiquant vraiment à fond et en écrivant carrément, moi, j'aime beaucoup écrire en fait. Donc, du coup, je me dis toujours que c'est une très bonne chose. Prendre vraiment un cahier et tout, faire un peu comme une réunion de couple où on définit tout cela. Chacun dit ce qu'il entend. Comme on a commencé cette rencontre tout à l'heure par définir ce qu'on appelle communication et quels sont peut-être les obstacles à la communication et autres. Donc, définir les valeurs de cette manière et de pouvoir les imposer aux enfants. En dehors des valeurs, il faudrait aussi définir les limites de chaque chose dans la famille, les no-go, des trucs vraiment qui peuvent causer quelque chose de, je veux dire, vraiment montrer aux enfants que voici, pour nous, telle chose déjà n'est pas permis. Par exemple, dire à un enfant que oui, voilà, on n'aimerait pas que tu sortes des classes parce que tu es déjà capable de rentrer seul à la maison.
qu'un jour, comme ça, l'enfant, au lieu de rentrer à la maison après l'école, s'en va se balader peut-être dans un supermarché avec son ami et tout. Donc, définir vraiment des limites. Dire aux enfants que non, ça, c'est des no-go. Si on te dit fais ceci, voilà, tu reviens parce que si. Et toujours, voilà, discuter dans comment faire pour mettre cela en pratique. Ça veut dire aussi montrer aussi le mauvais côté aux enfants, le mauvais côté des choses. Ne pas seulement leur faire croire que la vie est vraiment rose, quoi, parce que ce serait faux. Et j'aime aussi surtout ce que je fais, surtout dire ce que j'ai fait comme bêtise quand j'étais petite. Donc, on dit peut-être que, ah, tu vois, j'avais fait telle chose et tout. Et puis, voilà, on m'a dit ne fais plus ça, ça m'a causé peut-être tel truc et tout, machin. Tu dis même les conséquences, tu dis tout ce que tu as fait de bien et même de mauvais. Il ne faut pas toujours vouloir montrer à l'enfant que oui, on est des super héroïnes, on n'a jamais fait de bêtises dans notre vie. Non, non, non. Moi, je pense que pour ce qui est des enfants, si on communique bien, on essaye de montrer à l'enfant tout ce que j'ai dit tantôt, je pense que ce serait déjà un premier pas, quoi. En associant à ça, bien entendu, tout ce que les Happy Mamas ont dit tout à l'heure, toutes celles qui sont déjà passées et qui ont intervenu, je pense que ce serait vraiment déjà un premier pas vers quelque chose de solide, en fait. Donc, voilà. Merci. Mais là, quand je t'écoute, moi, j'ai l'impression que tu parles de la communication déjà entre les parents et les enfants. C'est vrai qu'au moment, au départ, il y a comme, genre, vous définissez les valeurs ensemble. Mais s'il savait que toi, tu es peut-être pour la politesse et lui va te dire que vos histoires de politesse, là, c'est pas mon affaire. Comment tu l'amènes à comprendre, comment tu le convaincs, bon, peut-être pas convaincre n'est pas le mot parce que ce n'est pas ça le but. Comment vous arrivez à trouver un terrain d'entente, dire que, OK, on va adopter la politesse à notre maison. C'est en fait de ça que il s'agit quand moi je pose la question de l'éducation des enfants. Oui, mais je Et pense que après, tout passe dans le dialogue, hein. Moi, je me dis, comme on disait tantôt, vous êtes en ce moment en train de parler. S'il te dit que, bon, la politesse, c'est pas mon truc, alors c'est simple de lui expliquer. Tu lui donnes des arguments. Comme disait Karine tout à l'heure, si tu as des arguments, ou bien si tu n'en as pas, si tu as lu des livres et tout qui parlent de ça, tu pourras lui expliquer pourquoi la politesse est importante. Et ce qui est sûr est que même s'il dit qu'il s'en fout pas mal, c'est juste une façon de parler. Mais tu vas l'amener. Tout le monde sait que la politesse est bien. Mais un bonjour ne coûte rien, mais ça vaut beaucoup. Ta vie peut être sauvée juste parce que tu as dit bonjour même à quelqu'un comme ça en passant. Donc, je me dis que c'est vraiment important. Dis merci, dis pardon, dis s'il te plaît. C'est des petits trucs, tu as dit que c'est anodin comme ça, mais parfois ça peut t'ouvrir des portes sans que tu ne le là, saches. c'est un exemple que je prenais, Tu Flora. vois. Moi, t'interromps. Imagine, par exemple, il y a ce truc qui crée, par exemple, les tensions dans les couples en ce moment, cette histoire de téléphone. Tu vois, par exemple, va avoir peut-être un conjoint qui dit, mon enfant recevoir le téléphone qu'à l'âge de 10 ans. Toi, la maman, tu viens, tu dis, moi, je pense que peut-être à 6 ans ou même à 19 ans, ce serait la meilleure idée. Comment tu l'amènes à le convaincre? Ou bien comment vous trouvez un terrain d'entente? C'est quoi les astuces pour l'amener à dire, OK, ben alors tu vois là, je crois que peut-être il faut qu'on pense à lui donner ça à 12 ans parce que, comment? Mais tu viens de le dire, il faut argumenter. Tu ne vas pas aussi dire seulement que non. Au lieu de 19 ans, donnons le téléphone à l'enfant à 6 ans, sans lui donner les raisons. Il faut citer les raisons pour lesquelles tu aimerais que l'enfant ait le téléphone à 6 ans. Et je pense qu'en lui donnant toutes ces raisons-là, si c'est des raisons valables, ce qui est sûr, plus tu vas les citer, plus toi-même tu vas te rendre compte que oui, soit elles sont valables, soit elles ne le sont pas. Toi-même tu verras quoi, en fonction de ses arguments à lui pour donner le téléphone à l'enfant à 19 ans. Tu vois, ce sera plus facile tu vas te rendre compte que oui, c'est vrai, ces arguments tiennent plus le coup que les miens et tout. Et il faut tenir compte de beaucoup de facteurs. Ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait même qu'on débatte. À quel âge donner le téléphone aux enfants, c'est très long, c'est très vaste comme sujet en fait. À quel âge les enfants doivent avoir accès au téléphone et tout, surtout de nos jours. Je pense qu'il faudrait même qu'on fasse un thème là-dessus à Happy Mama. Tu D'accord. vois. Parce que là, maintenant, si on veut vraiment entrer dedans, on va oublier ce pourquoi nous sommes là, en fait. C'est Je juste me pour dis, dire oui. que peut-être la politesse c'est Ouais. facile, mais c'est peut-être des cas comme ça. Dans ce sens, en fait, que je dis comment trouver des terrains d'entente pour l'éducation de nos enfants. Bonjour les mamans, moi je vous parle depuis le Canada. Je pense que je suis la seule en ligne du Canada aujourd'hui.
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses très, très, très intéressantes. Euh, les vidéos, audio qu'on peut écouter en ligne, les livres qu'on peut lire. Euh, Flore, je pense bien, la maman, juste avant moi, a parlé de valeurs, des limites à imposer. C'est beaucoup de choses très intéressantes. Je pense aussi que ce qu'il faut garder en tête, c'est aussi l'intérêt premier de l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dans nos échanges avec le papa de l'enfant, qu'il soit notre mari ou juste le père des enfants et tout. Je pense que c'est important de garder en tête l'intérêt premier des enfants. Donc, parfois, mettre de côté ce que moi je veux en tant que maman ou ce que lui veut en tant que papa, mais quel est l'intérêt de l'enfant en fait? Parce qu'on a parlé aussi, nous sommes tous africains, plusieurs, sinon la majorité d'entre nous, sinon tous même, on est nés en Afrique. Chez nous, on ne connaît pas le stress. Chez les enfants, peut-être tout ce qui est problème psychologique, la santé mentale. Donc, moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ces parents-là qui disent, bah, moi, je vais éduquer mes enfants comme on fait au Cameroun, en fait, ou alors comme moi, j'ai été éduquée. Parce que l'enfant, il va vivre ici. Il ne faut pas qu'on l'oublie, quoi. Donc, si on le fait grandir, si on l'éduque dans les réalités du Cameroun, ce n'est pas la réalité dans laquelle il va vivre. Ici, la santé mentale, que ce soit en Europe ou ici, la santé mentale est un enjeu de plus en plus grandissant. Donc, je pense que c'est très, très, très important de s'adapter à l'environnement dans lequel on vit, quoi. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi les limites dont on a parlé. Si je peux revenir au cas du téléphone portable, par exemple, ça, c'est sûr que c'est un gros débat entre les parents quand ça concerne les enfants. Certains parents, par exemple, le téléphone, c'est important quand l'enfant sort des classes, pouvoir le rejoindre. Est-ce qu'il est bien retourné à la maison et pas aller, comment dire, vadrouiller au centre commercial? Mais je pense que hormis le téléphone cellulaire, il faut être ouvert à se renseigner, vraiment lire, chercher en ligne. À défaut d'offrir le cellulaire à mon enfant, quel est l'outil que je peux lui donner pour vraiment, comment dire, m'assurer qu'il est dans un environnement adéquat à la maison. Quand il sort de l'école, il rentre directement à la maison. Par exemple, papa, le cellulaire, il y a les montres intelligentes pour enfants. Peut-être certains d'entre vous le savent déjà, qui ont des applications sur lesquelles tu peux suivre l'itinéraire de ton enfant en temps réel. Donc, s'il sort de l'école à 15 heures, si ça lui prend 15 minutes de marche pour arriver à la maison, l'application te trace comment dire, le parcours de ton enfant jusqu'à la maison. Ça, c'est une chose très intéressante. Au lieu de lui donner un téléphone pour qu'il soit sur TikTok et puis toutes ces affaires qui ne sont pas nécessairement bonnes pour son âge, quoi. Autre chose que je trouve aussi intéressant en alternative au téléphone cellulaire, par exemple, l'enfant sort à 15 heures. Nous, on peut sortir du travail à 16h30, 17h. Au lieu d'un cellulaire, on peut installer une ligne fixe à la maison. Donc, la ligne fixe, on s'entend que si on appelle, l'enfant ne décroche pas, ça veut dire qu'il n'est pas à la maison. Donc, ça peut être aussi une façon, une alternative de garder l'œil sur nos enfants pendant qu'on n'est pas là, quoi. Si c'est qu'on sort, on appelle à tout moment, puis il décroche, oui, je suis à la maison. Non, il n'est pas là parce qu'il n'a pas décroché, quoi. Donc, c'était ma contribution. C'était ma contribution. Merci. Merci. Donc, argumenter en présentant les bienfaits sur l'enfant, quoi. C'est une façon de voir aussi les choses. Et moi je pense qu'il est aussi important, toujours dans le sens d'argumenter, de chercher à savoir dans quelle famille il vient, comment ça se passait chez lui, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que il a une certaine façon de raisonner, une certaine façon de voir les choses. Moi, je pense que ça aide aussi. Enfin, moi, quand je sais pourquoi quelqu'un a une certaine façon de réagir ou de penser certaines choses, ça peut aussi faciliter l'argumentation. Oh, le français. Donc, c'est ça. Ok, super. Euh,
Prochain point. Maintenant, je vous laisse le choix. On va privilégier ce qui est plus important. Les finances ou la sexualité, on parle de quoi maintenant? Qu'est-ce que vous parlez? Oui, Galaxy. À toi, tu as parlé de sexualité avant. Non, je crois que c'est ça qui te parle. Ouais. Voilà. La sexualité. Donnons alors les astuces à Galaxy S7. Mon conjoint, lui, il aime les choses là. Il vient même quand moi, je suis fatiguée. Il fait comment? Il dit que non, laisse-moi tranquille. Ou je cède seulement pour éviter que demain on me regarde avec les mauvais yeux. On fait comment? Oui, les mères là sont comment comme ça? Elles sont calmes, je dis comme ça. Bon, Oui, Kelly. moi, je vais donc prendre la parole. Moi, dans ce cas, si on ne se sent pas, peut-être si nous ne sommes pas en forme, on peut juste dire non, mais pas un non virulent et tout, vraiment. Donc, savoir parler et tout. On peut dire non tout simplement avec, en fait, avec la douceur, vraiment le plus possible. Et essayer en fait de l'expliquer. De lui dire peut-être, bon, en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas parce que il y a telle chose et tout. Dans le cas où il ne comprend pas, euh, euh, là, là, ah, je sais pas. Elle ne sait pas. Ce que je peux dire, c'est que dans la sexualité, il y a beaucoup d'inspiration, je pense. Il y a beaucoup de positions, beaucoup de trucs qu'on peut faire pour se faire bien. Et dans le cas où monsieur est fatigué ou madame est fatiguée, je pense que les deux peuvent essayer de chercher, de trouver des facilitations. Peut-être si madame est fatiguée, bon, tu peux trouver une position dans laquelle madame ne va pas trop travailler. Et si l'homme est fatigué, on peut trouver une position, bien des astuces. Il y a toujours les petits trucs qui excitent l'homme. On peut trouver des trucs juste. Bon, si moi je suis fatiguée, en fait, on va chercher, ou bien là, c'est vraiment l'imagination, hein, c'est l'inspiration. On cherche des trucs, des touchés, des astuces qui vont faire plaisir à l'homme, ou bien des positions dans lesquelles je serais confortable et je n'aurai pas trop d'efforts à donner. Pareil pour l'homme, si c'est l'homme qui est fatigué, bon, on va chercher une position bien où lui, il sera à l'aise, il n'aura pas trop à fournir d'efforts. C'est ma proposition. Si jamais la solution de Kéline, si jamais le nom que Kéline dit en douceur, là, ne fonctionne pas, en fait. Merci, ma belle. Oui, Marie. Babel m'a dit à ses positions. Ouais, je dirais que ben, la sexualité, c'est... Bref, moi, je pense que c'est un processus pour la plupart des couples. J'imagine bien que chez les hommes en général, c'est pas automatique. Toi-même, tu sens ça venir. Quand l'homme a besoin de quelque chose, en général, tu peux sentir ça depuis 2 jours avant ou bien un jour avant. Du coup, faut se mettre dans les dispositions, dans les prédispositions. Si je sais qu'aujourd'hui, si je fais la cuisine, le ménage et tout ça là, alors que je sais que ce soir-là, je ne peux pas échapper, je vais me ménager. Parce que je pense que c'est central dans un couple. Et pour ça, je pense qu'on doit faire beaucoup de compromis. Même quand on est fatigué, on doit se donner, bref, quand on est très, très fatigué, ça n'en vaut pas le coup parce qu'on n'est presque pas là. Mais comme je disais, si tu sens ça venir, mets-toi dans les prédispositions et surtout, cherche les compromis. Je peux être fatiguée ce soir, mais je lui dis, OK, je vais te réveiller à 5 heures du matin. Ne pas complètement dire non d'un seul coup. Ou bien même si je veux dire non, ben, essayer de faire un truc qui va qui va calmer un peu. Mais un non catégorique en général, vous savez, toutes les femmes savent ça, ça crée les problèmes, ça crée les problèmes. Et essayons même de se mettre à la place de l'autre. Parfois, quand ça nous prend aussi, dès qu'on nous refuse ça, une femme ne veut pas qu'on lui refuse ça.
La plupart du temps, pour nous, c'est normal que les hommes comprennent, mais pour nous, c'est normal. Madame a besoin de ça, donc mettons-nous souvent à leur place et essayons de faire le maximum pour nous satisfaire les uns et les autres. Cette histoire on est occupé toute la journée et puis on est fatigué. Oui, ça peut arriver 2, 3 fois par semaine. Il faut quand même qu'on ait une fréquence assez, je vais dire normale, où on a une sexualité normale avec notre mari, genre on n'a pas besoin, on n'est pas fatigué. Si toutes les semaines tu es fatigué, alors il y a problème. Tous les jours, je veux dire, toutes les semaines tu es fatigué, tous les jours, il y a problème. Il faut quand même qu'il y ait, je sais pas, la fréquence à laquelle vous décidez de vous mettre ensemble, que ce soit quand même raisonnable, quoi. Et oui, c'est vrai que pour les hommes, Marie disait que c'est pas spontané. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus spontané que chez, bon, pas l'impression, généralement. Moi, je me dis que c'est spontané chez l'homme que chez la femme. L'homme, ça peut le piquer là, comme ça, il décide que bon, moi, je me mets à l'aise. La femme, ça prend du temps, ça prend du temps. C'est vrai que même si une femme est fatiguée, si elle a été bien préparée à l'avance, la fatigue là même va s'en aller. Enfin, pour ma part. Si j'ai été préparation à l'avance, c'est quoi? La journée s'est bien passée, il a été adorable, il a été gentil. À un moment donné, j'oublie que je suis fatiguée et puis basta. Et à la fin de la journée, toi, tu trouves ton compte, quoi. Donc, c'est ça, essayer d'être raisonnable quand même et de parler. Moi, j'ai dit toujours, il faut parler, il faut communiquer, il faut s'asseoir, lui dire, peut-être, si c'est quelqu'un de très demandant, on peut passer, on ne sait jamais, il y a des couples, il y a des couples où un des partenaires demande tout le temps. À un moment donné, même s'il faut que vous décidez de la fréquence à laquelle vous allez avoir des rapports, mieux vous asseyez, vous parlez de ça. Et comme ça, chacun sait que si c'est les mardis, c'est vrai qu'on va dire que c'est bizarre de programmer ça. Mais si c'est important d'arriver jusque-là, mieux vous le faites, hein. Parce que, gars, c'est les mardis ou bien les mercredis. Si tu viens jeudi là, on n'est pas d'accord, on ne s'est pas entendu là-dessus. Et donc, ne t'approche pas de moi. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Moi, ce que je peux ajouter, là, il y a des choses très intéressantes qui ont été dites aussi. Je pense qu'il ne faut pas, comment dire ça? Il ne faut pas voir ça nécessairement de façon négative. C'est un besoin vraiment normal, tout à fait normal. On est avec quelqu'un, que ce soit le mari ou la femme, a envie de se retrouver dans l'intimité avec son partenaire. Maintenant, la fréquence, c'est sûr que Jeanne, comme tu as dit, ça se discute à deux. Et aussi, comme Marie l'a dit, un non, non, c'est sûr que comme nous le savons toutes, ça passe très difficilement, quoi. Ça ne passe vraiment pas. Ce que je pourrais ajouter, c'est que moi, ce que je pourrais dire, c'est vraiment essayons de sortir du cadre ordinaire, voilà, de l'intimité, dans le sens où on voit ça toujours le soir, quand on a fini notre journée, on part se coucher. Si je sais, par exemple, que là, les enfants sont à l'école, plusieurs d'entre nous sont en télétravail. Parfois, je suis en télétravail avec mon mari à la maison et qu'on est dans des humeurs favorables, lui comme moi. Bah, pourquoi attendre nécessairement le soir? Le soir, je sais que je serai fatiguée de toutes les façons. Parce que les enfants vont arriver, ça va être les devoirs, ça va être le souper, ça va être les bains et tout et tout. Après, je suis crevée. Donc, sortons un peu du cadre classique où se retrouver en intimité, c'est le soir, dans le noir, dans notre chambre. Si on n'est pas dans notre chambre, la nuit, à 22 heures, non, ça ne fonctionne pas. Non, essayons de se réinventer à midi. Peut-être à 8 heures qu'on a laissé les enfants, on rentre, bah, au moins c'est réglé, chacun a trouvé son compte, puis chacun est de bonne humeur, quoi. C'est vraiment ce que je voulais partager. Ne mettons pas ça toujours le soir classique, non. Donc, c'est ça. Ouais, très belle astuce. Enfin, ce que je voulais dire, je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 personnes l'ont dit. Et je vais juste rajouter que comme Flore l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment en matière de sexualité connaître les langages d'amour de l'autre. Donc, quand tu connais ce que ton mari aime, il n'y a pas forcément l'acte sexuel
peut peut-être venir après. Il y a peut-être des petits câlins où tu es dans la journée, même, enfin, ça passe aussi par c'est la communication non verbale. Donc, le fait de connaître l'autre, connaître ce que l'autre aime, connaître, ce qui lui plaît, connaître ses langages de l'amour, quoi. Et ça permet aussi, ça facilite aussi ça facilite aussi la sexualité, quoi. Et alors, moi, je pense aussi que dans un couple, il y a aussi, que ce soit pour tout, la finance et tout ça, c'est aussi important de prendre comme ça, même chaque semaine, de se dire que chaque semaine, prendre peut-être des temps déjà de discussion, même de tout et de rien, parce que quand on a déjà deux, trois enfants, j'ai l'impression que dans les couples, voilà, c'est une routine, quoi. On se lève le matin, chacun va travailler, et puis on n'a pas vraiment des temps à deux, vraiment des temps à deux, là. Donc, il faut peut-être planifier ça dans la semaine, genre chaque mercredi, chaque dimanche, on a genre notre moment à deux, le moment de discussion, vraiment où on discute sur, sur plein de sujets, hein. C'est plein de sujets. Je pense que si ça facilite même la communication au niveau du sexe, des finances, vraiment prendre du temps, quoi. Et alors, ce qui est aussi important pour le sexe, il y a aussi les moyens de contraception, comme on discutait ici la dernière fois, que chacune utilise. Je pense que c'est les deux partenaires qui participent et c'est très important dans la communication pour l'acte sexuel, quoi, de savoir que, bon, ici peut-être, pour ceux qui utilisent les méthodes naturelles, ici peut-être cette semaine-ci, euh, que l'homme sache que, bon, ici c'est rouge, quoi, donc on ne fait rien. Parce qu'il y en a plein qui disaient ici qu'elles utilisaient les méthodes, comment dire, naturelles, et il y en a plein qui utilisent les méthodes naturelles. Le fait, genre, d'être en harmonie sur ce point-là, ça fait que, bon, on sait peut-être que pendant 3 jours, on va s'abstenir, ou bien pendant 2 jours, je ne sais pas. Donc, il y a ça. Donc, c'est vraiment des temps de dialogue, de discussion là-dessus qui aident aussi. Voilà ce que je voulais apporter. Merci. Je pense que il faut aussi pouvoir parler du problème. Je prends mon exemple particulier. Euh, Depuis le début de ma grossesse, j'ai tellement de difficultés avec les rapports sexuels au point où j'ai des douleurs et tout. Et au départ, je n'osais pas en parler. Je me disais, je vais supporter, ça va aller pour que mon mari ne se sente pas frustré. Mais à la longue, il a fallu que j'en parle parce que quand j'avais vraiment mal, j'avais vraiment mal. Et il a pu comprendre pourquoi j'étais parfois réticent. Il y avait des jours où je disais non, je ne me sens pas trop en forme, mais j'ai inventé un autre mal. Genre, mon estomac me fait mal aujourd'hui. C'est comme si l'enfant a trop beauté aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, aborder le sujet, et justement, dès qu'on l'a fait, ça allait plus facilement. Et ensemble, on a pu essayer de trouver des solutions. On en parlait avec le gynécologue ensemble et tout. Au fait, moi, je suis avec quelqu'un de très demandant et l'astuce et je n'étais pas trop, moi, j'étais pas trop sexe avant même de me marier, hein. C'était pas vraiment, je ne veux pas dire que c'était mon hobby favori. Donc, du coup, je suis arrivée, j'ai rencontré quelqu'un qui, pour lui, c'est ça, pas le sport, quoi. Donc, dans moi, je suis arrivée là-dedans et puis bon, je me dis, bon, je fais comment? Au début du mariage, c'était vraiment très difficile parce que à chaque fois, quand il avait ses envies, moi, je n'arrivais pas à le gérer. Et je me suis développée parce que j'ai commencé à chercher des choses qui font grimper la libido de la femme pour à chaque fois qu'il a envie que ce soit pas genre je me sens frustrée et autres. Donc je me suis donc développé ces activités là et il y en a qui ont parlé du dialogue, c'est-à-dire que du dialogue, des moments de qualité, passer des moments de qualité avec son partenaire dans le couple. Ça favorise vraiment. C'est-à-dire que ne pas être tout le temps en conflit, ne pas être tout le temps en train de discuter, ne pas être tout le temps en train de challenger ses points de vue. Ça m'a favorisé moi. Parce que ça fait en sorte que je ne me sente pas trop bloquée quand il faut me libérer sur ce côté-là. Donc, et j'ai développé, j'ai commencé le gingembre en passant fait monter la libido. Donc je donne le secret. Donc,
Mais j'ai commencé à faire des thés, je faisais des jus de gingembre parce que ça fait monter la libido et je prends ça régulièrement. Du coup, lorsqu'il a besoin de ces choses, moi, je ne suis pas, même si je ne suis pas dans le mood, ce n'est pas genre je suis braquée. Non, genre, je ne refuse pas, genre, je me braque pas complètement, mais je le laisse faire ces choses, même si je ne suis pas trop dans le mood, quoi. Mais bon, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, vraiment, côté dialogue, c'est que tu peux tomber sur un partenaire qui est, parfois, on tombe sur les gens qui sont bloqués, qui sont vraiment bloqués. Genre, peut-être, je prends le cas de peut-être ton partenaire a plus fréquenté que toi et l'autre n'a pas. Donc, il y a souvent ce blocus de niveau scolaire là. Bon, je pose ça maintenant parce que j'étais pas là très au début, là, lorsqu'on donnait les causes et autres. Donc, il y a souvent ce blocus-là au niveau scolaire où l'autre peut avoir fréquenté plus que l'autre. Et puis, celui qui a moins fréquenté, parfois, se sent très complexé. Il y a souvent ce complexe-là dans le couple et ça amène le partenaire à être parfois très agressif, c'est-à-dire à se sentir toujours inférieur. Il veut, tu veux me montrer quoi? Tu penses que tu veux m'apprendre quoi? Et tout. Donc, en fait, il y a toujours ce problème-là. Et moi, ce que j'ai donc réussi à développer, c'est passer des petits moments de qualité, le dialogue dans le couple, les moments de qualité, tout ça, ça favorise, en fait, ça favorise. Si c'est que tu te sens fatigué quand tu rentres du travail, comme j'en ai dit tout à l'heure, être fatigué toute la semaine, ce n'est pas normal. Donc, il faudrait quand même par semaine que tu puisses libérer cette chose même 2 fois. Tu vois un peu. Donc, du coup, voilà. Je pense que j'ai dit tout ce qui me venait à la tête pour l'instant. Donc, je reviendrai pour d'autres. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle astuce, les moments de qualité, pour que toi-même, tu Je ressens, sens dans le oui, monde. tu te sentes dans le moule. Donc, même s'il vient 5 fois, là, le fait que toi, tu sois dans le moule, ça fait que ce n'est plus un problème, ce n'est plus une contrainte. Et moi, je crois que c'est ça le plus gros problème dans la société des femmes. On n'est pas prête. La femme a besoin d'être calme émotionnellement. Et moi, je me dis qu'en passant du temps ensemble, peut-être il te donnera ces conditions dans lesquelles tu veux être à chaque fois. Et du coup, tu seras prête à tout moment. Je trouve Tout ça à fait. vraiment bien. Vraiment, merci. Merci, c'est vraiment bien comme astuce. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire très, très régulièrement. Pourquoi? Parce que ça crée vraiment la fusion dans le couple. Ça crée la fusion, ça renforce même les liens d'appartenance, la complicité même. C'est quelque chose vraiment de très, très important. Parce que je suis sûre qu'au niveau du tribunal, là, il y a 2 raisons qu'on émet en fait pour le divorce. Et l'une des raisons doit être celle-ci, quoi. Je suis très sûre de ça. Donc, du coup, je pense que c'est quelque chose de très important. Ça doit être vraiment central. Et comme a dit notre sœur du Canada, il faudrait vraiment faire des efforts pour ne pas toujours être dans la routine de minuit, quoi. Voilà. Donc, il faudrait vraiment innover, beaucoup innover et voilà. Et surtout, beaucoup communiquer aussi dans ce sens, hein. C'est pas seulement chaque fois dire que oui, on doit le faire et tout. Il faut communiquer. Est-ce que tu as été satisfait? Qu'est-ce qui te plaît en fait? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment dois-je faire pour que tu te sentes vraiment, voilà, pour que tu atteignes un certain ciel? Je ne sais pas quel numéro, premier, deuxième, septième, Kaina, non? Demande à Mais de Marie au toutes les paradis. façons, il faut beaucoup communiquer en fait dans ce sens aussi. On a vraiment besoin de communiquer. Ne pas seulement, et s'il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé, il faut le dire. S'il y a quelque chose qu'on a vraiment aimé, il faut avoir aussi le courage. C'est quelqu'un, je veux dire, quand vous avez décidé de passer toute la vie ensemble, normalement, il ne devrait plus avoir de honte ou bien de, je sais pas trop, de timidité à dire certaines choses, quoi. Il faudrait le dire, vraiment. Si c'est que non, j'ai pas aimé telle chose, tu le dis. Et ce que tu as aimé vraiment, tu le dis. Tu me dis que non, là-bas, franchement, chapeau, quoi. Continue comme ça. Et même s'il y a des parties que tu aimerais qu'on touche, qu'on n'a pas touché, dis que, mais appuie ici. Voilà, le courant électrique va passer, quoi. Voilà. Donc, du Voilà, coup, je voilà. pense que communiquer, c'est très, très important. La régularité aussi. Voilà. Entièrement d'accord avec ça. Et aussi, je voulais ajouter il faut aussi prendre le côté positif. Et si ton mari a besoin de toi tout le temps, faut être contente. Il aurait pu aller demander ça dehors, hein.
S'il reste chez toi, tu devrais te réjouir de ça. Ouais, c'est tout ce que je voulais ajouter à ça. Ce que moi je dirais par rapport à ça, c'est avec moi je me suis vraiment disposée de telle sorte que chaque fois que mon mari demande, je libère aussitôt. Je veux dire, dans ma tête, c'est déjà réglé comme ça. C'est comme si, à moins que je ne sois vraiment souffrante, vraiment. Et parce que, aussitôt, de mon côté aussi, dès que le jour que j'ai besoin, il ne va pas me repousser. Avec ça, on ne connaît pas, ça entre nous. On se libère mutuellement et ça nous fait du bien. Ça fait que parfois, même toi, la femme, tu as l'impression que, oh, il te dérange. Mais à la fin, j'ai l'impression que c'est toi qui as plus de plaisir que lui. Donc, moi, je ne, pour moi, en fait, repousser, je ne prendrais pas ça comme. Et puis, ça frustre aussi, vraiment. Imaginez ce que tu demandes et quand tu dis non, c'est frustrant. Par contre, à la fin, vous êtes tous joyeux, c'est comme si vous êtes encore plus proches. Pour nous, ça ne fait que du bien après chaque acte. Donc, les filles, juste beaucoup de courage. Ça va aller. Quand tu dis beaucoup de courage, moi j'ai l'impression que c'est comme une contrainte. Moi, je pense que ça ne devrait pas être une contrainte. Tant que c'est une contrainte, ça va être difficile. Il faudrait prendre plaisir à le faire. Et pour te retrouver à prendre plaisir à le faire, tu discutes de ça comme les autres mamans ont dit, vous passez des moments de qualité. Comme ça, pour toi, ce sera normal. Et si tu passes tout le temps, toute la journée, vous êtes tout, chacun dans son coin et tout, et puis à la fin de la journée, ou bien même pas à 10 heures, comme les autres disaient là, si c'est que dans ta tête, tu n'es pas prête, ça ne va pas passer, ça va être toujours comme un problème. Et c'est qui ne devrait pas. Qui ne devrait pas. Et il se peut, d'après la science, que quand l'homme veut les rapports sexuels avec sa femme, c'est en fait un moment pour lui de reconnexion avec sa femme, reconnexion spirituelle et physique. Donc, ce sont des moments très, très importants. Dans les filles, prenez le gingembre. Dominique a dit, faut prendre le gingembre. OK. Bon, bonsoir à tous les moments. J'ai pris la peine d'écouter vos interventions très pertinentes. Et bon, presque tout a déjà été dit. S'il fallait ajouter quelque chose pour peut-être stimuler parfois cette envie-là, parce que on parlait de communication tout à l'heure. Pour moi, c'est la meilleure façon en fait de communiquer. Et qui dit communiquer dit échanger. Donc, c'est du donnant-donner. Parce que c'est vrai qu'on dit que oui, il y a une maman qui a dit tout à l'heure que quand elle est fatiguée, elle fait après, elle dit, oh, elle va fournir le moins d'efforts. En fait, ça gâte un peu la communication en ce moment-là, parce que lorsque la personne en face a l'impression qu'il te force, il va peut-être aussi le faire parce qu'il il a très envie, mais c'est pas si plaisant que lorsque c'est vraiment partagé. Je veux dire, nous tous ici, lorsqu'on a vraiment cet échange de ce partage-là, on sent la différence avec les jours où on le fait juste parce que Naya, le gars-là, je veux juste lui donner comme ça et basta. Même pour la personne qui le fait malgré elle, c'est pas, à la fin, il ne ressent pas ce plaisir. Là, me dit que pour cela, il faudrait peut-être se mettre dans se laisser aller, se laisser aller et participer. Parce qu'à la fin, ça ne tue pas. Je veux dire, parfois, moi, peut-être mon expérience en moi, c'est que parfois, je te dis, je suis fatiguée, je n'ai même pas, donc si quelqu'un me touche, même je veux. Mais après, si peut-être la personne en face de toi a essayé, et que tu t'es laissé aller, et que tu as essayé peut-être de te forcer, de participer, à la fin de la journée, je veux dire, à la fin du truc, tu te sens même, tu dors un bon sommeil. Tu vas me dire, si tu avais dormi tout de suite parce que tu t'es fatigué, le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas parfois un peu culpabiliser que, ouais, si j'avais aussi fait, ça devait me changer, pourquoi. Mais maintenant, le jour où tu dis, OK, je donne calme, et que tu fais vraiment le truc, le matin, quand tu te réveilles, tu es même en forme, tu as dormi un bon sommeil, le matin, tu as même la pêche, tu te dis, mais finalement, c'était pas si mauvais que ça, j'ai envie de dire. Donc, pour moi, c'est ça. Lorsqu'on le fait malgré soi, ça gâche un peu le truc que lorsque on s'est vraiment partagé. Et après ça, on se sent bien, même les partenaires aussi se sentent mieux et la bonne humeur règne, quoi. Et aussi, peut-être une astuce serait
pour moi, pour se stimuler, c'était de regarder ensemble des films romantiques ou peut-être des films pour adultes, mais pas très poussés forcément, mais pour certaines, peut-être qu'ils vont les mettre dans le contexte, en fait. Ça va te permettre de créer cette ambiance, mais dans le contexte et tout, c'est des personnes qui s'aiment, qui, voilà, qui ont une bonne intimité du tout. Du coup, peut-être lorsque tu vas lancer ton regard sur ton partenaire, tu vas dire, hey, on ne peut pas appliquer ça. Après, ça peut un peu te mettre dans le bain, quoi. Si tu vois peut-être un couple qui s'aime et qui vit des moments romantiques et tout, bref, comme astuce, ça pourrait aider. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie d'ajouter par rapport à ça. Merci, merci. Le regard, faut regarder. La communication non verbale, ça parle beaucoup. Il y a une question qui m'a été posée dans le chat là. À quelle fréquence minimum doit-on se donner à son conjoint? Réponse vite fait, bien fait là. Vous pouvez même écrire sur le chat pendant qu'on continue. Il n'y a pas de fréquence. Entrez vos réponses dans le chat et on passe à autre chose. On va voir ce qui a gagné. Galaxy est en train de lever la main. Tu veux dire quelque chose? Pas que tu as eu Oui, suffisamment d'astuces. Mhm. Vas-y alors. Tu es muté. allô? Oui, là on t'entend. Mhm. Je voulais répondre à ta question Mhm. de à quelle fréquence. Moi, je pense que il n'y a pas de fréquence en ce qui concerne le sexe. Il suffit juste des disponibilités. Si vous êtes apte à le faire, pourquoi pas 7 jours sur 7? Moi, je pense que ça ne gêne pas. Voilà, c'est Tant comme que les deux, c'est dans les dispositions Le sexe, c'est un jeu, c'est un jeu. Et moi, je pense que quand les deux partenaires sont dans le bain, il n'y a pas question du nombre de fois. Voilà, quand tu as répondu, ça va être un jeu. Mhm. Voilà, c'est intéressant. Belle réponse. Ok. Je crois qu'on a donné suffisamment d'astuces pour cet aspect-là. Aussi, essayons souvent de nous mettre sexy. Hein. Parce que souvent, quand tu ne te sens pas aussi bien dans ta peau, tu n'as pas envie de te mettre nu devant ton conjoint parce que peut-être ton slip a une couleur bizarre là. Ou alors tu ne te sens pas à l'aise dans ta peau, quoi. Ça, c'est aussi important. Et il y a maman qui dit dans le... Une autre astuce, ce n'est même pas d'emporter. Tu ne portes même plus, quoi. Voilà, C'est des c'est obstacles inutiles. Maman Fleur. Voilà. Donc, si c'est trop, ça te coûte trop cher de t'acheter des nouveaux sous-vêtements, là, tu fais comme Flore dit. Et prenons des initiatives. Faut pas attendre forcément que le papa ou bien le monsieur vienne demander. Hein. Bougeons-nous, faisons quelque chose par rapport à ça. Et ça met la joie dans la famille. C'est vraiment un secret capital qu'on est en train de donner gratuitement comme ça, là. Ça demande... on peut faire carrément un cours avec ça. Franchement, c'est gratuit. Quand ça donne avec le sexe, là, c'est tranquille. Voilà. Je crois qu'on a suffisamment dit par rapport à ça. Maintenant, le prochain point, j'ai vu quelqu'un avait parlé des finances déjà dans le chat. Comment on gère les finances. Ça, c'est un problème très, très sérieux dans les couples. On gère l'affaire dans les gens comment. Ah, silence de mort. La gestion des finances, c'est vrai que c'est un thème assez complexe, mais dans la société allemande où l'homme et la femme peuvent travailler, bon, c'est vrai qu'au Cameroun de nos jours aussi, les femmes travaillent, hein, donc l'homme et la femme travaillent.
moi, le conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait la mentalité de, du pays. Parce qu'au pays, on a souvent la mentalité que c'est l'homme qui gère tout financièrement. L'argent de la femme, c'est pour sa famille. Comme on dit souvent au pays, que l'argent de la femme, c'est pour sa famille, l'argent de l'homme, c'est pour la famille intérieure avec les enfants et tout. Il faut savoir que nous sommes dans la société allemande et savoir mettre du sien. Ça veut dire que si tu travailles, si tu ne travailles pas, c'est autre chose. Mais si tu travailles, tu dois savoir que à la fin du mois, quand j'ai mon salaire, je dois pouvoir participer à certaines charges à la maison. Ça veut dire que si le mari paye le loyer, je dois pouvoir payer les, euh, les factures ou bien à manger à la maison pour que ce soit équilibré financièrement. C'est vrai que parfois peut avoir plus de salaire que toi et tu n'as que peut-être 1 500 € comme salaire, mais déjà participer à quelque chose à la maison, ça aide à savoir que tu ne travailles, tu ne peux pas seulement travailler et puis à la fin du mois ne voir rien de ce que tu contribues à la maison. Il faut que tu contribues à quelque chose. Et non seulement à la maison, mais aussi dans les projets. Tu dois pouvoir mettre, même si ce n'est que 50 euros, même si ce n'est que 100 € que tu peux contribuer, il faut communiquer avec ton mari que non, bon, voilà ce que moi je peux mettre sur la table pour que les choses puissent avancer. Ce ne doit pas toujours être que non, c'est le mari qui fait tout. Parce que quand c'est comme ça fait, ton mari peut finir par te dire que bon, tu travailles, ton argent me sert à quoi si c'est que tu ne participes pas dans les charges à la maison, tu ne m'aides en rien et tout, on ne voit même pas où ton argent part en fait. Du coup, il faut savoir communiquer, planifier vos projets du futur, savoir que bon, pour tel projet, il faut telle somme d'argent. Qu'est-ce que tu peux mettre sur la table? Qu'est-ce que monsieur peut mettre sur la table? Sur les tâches ménagères à la maison, sur, pas les tâches, les factures et tout ce qu'il faut à la maison. Qu'est-ce qu'il faut à la fin du mois, chaque fin du mois, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu peux déposer par rapport à ton salaire? Qu'est-ce que monsieur peut déposer par rapport à son salaire? Et moi, je pense que lorsqu'il y a cette communication-là, déjà à la base, ça fait moins de soucis dans le couple, même en ce qui concerne les dépenses. Et après avoir géré les factures, les projets, maintenant, personnellement, chacun a ses choses. Je peux vouloir te faire plaisir. Sur ce côté-là, moi, personnellement, dans mon couple, après avoir géré les factures et les projets, ce qui reste après, je gère comme je peux, monsieur gère comme il peut. On ne cherche pas à savoir ce que l'autre a fait avec ce qu'il a fait. Mais lorsque je fais, même si je gère comme je peux, je communique toujours aussi. Je dis, bon, j'ai fait telle chose avec mon argent, j'ai donné peut-être l'argent à papa, ou bien je me suis acheté telle chose. C'est pas en cachette, en fait. C'est pas en cachette. Il faut toujours qu'il y ait cette transparence financière pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que quand il n'y a pas cette transparence financière, ça crée les doutes dans le couple. On se demande que mais l'autre ici, oui, il avait son argent, il a mis tel argent, mais c'est pas tout son salaire. Qu'est-ce qu'il fait donc l'autre avec son argent? Parce que vous pouvez être marié dans le régime communauté des biens, ou bien même si c'est séparation des biens, qui est quand même toujours cette transparence-là, parce que lorsqu'il n'y a pas cette transparence, comme j'ai dit au début, ça crée des doutes. On se demande où part l'argent de telle personne. Est-ce que cette personne est en train de me tromper avec une autre personne? Est-ce qu'elle prend l'argent pour partir dans une autre famille? Ou bien est-ce qu'elle prend l'argent pour partir seulement nourrir sa famille? Moi, ma part de famille, pendant que ma part de famille souffre, les trucs comme ça. Donc, je pense que la clé, c'est cette transparence financière et pouvoir participer. Ok, merci. Concernant l'argent, je pense que même dans le couple, l'argent reste le nerf de la guerre, hein. Comme on dit, l'argent, c'est très, très, très important. On a parlé de sexe, on a parlé de l'argent aussi. C'est très important. Je pense aussi que ça fait partie des conversations très, 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 très importantes à avoir avant qu'on décide si on se marie avec quelqu'un ou pas, quoi. C'est-à-dire, si on est encore au stade où on se fréquente, ça fait partie des bases à discuter, à clarifier. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça? Par exemple, si on est dans un contexte où les frais de garde pour les enfants en bas âge sont très élevés, l'un des parents, c'est souvent la femme qui décide de rester à la maison. Comment est-ce que le mari, lui, il voit ça? Est-ce que pour lui, c'est quelque chose de banal, tellement facile, aucune considération vis-à-vis de sa femme? Oh mon Dieu, ok. Parce qu'elle ne travaille pas. Ou alors, est-ce qu'il voit vraiment l'apport, sa contribution dans sa réussite à lui-même? Parce que si lui continue à aller au travail, si lui il a du succès dans sa carrière, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, en plus de s'occuper de la maison et des enfants. Donc, c'est une des conversations les plus importantes à avoir. Sinon, ça va nécessairement nous rattraper. C'est vraiment pas quelque chose
avec quoi on peut blaguer, ça va nécessairement nous rattraper parce que l'argent divise, mais divise vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Maintenant, une fois qu'on est marié, si on a vraiment l'opportunité que les deux travaillent, c'est super bien. On s'assoit, on prend papier, crayon, on note qui gère quoi. Donc, quand telle facture arrive, on n'a pas à se casser la tête. Le mois dernier, c'était moi, ce mois-ci, c'est toi. Je pense que le plus simple, c'est vraiment de repartir. Moi, je gère la facture d'électricité, par exemple. Toi, tu gères le paiement du loyer, l'épicerie, la maison, c'est telle personne, comment dire, les frais d'entretien de la voiture, c'est telle autre personne. Que ce soit clair, comme ça, quand ça rentre, bah, c'est déjà réglé, quoi. On n'a plus à se poser la question. Une fois que c'est réglé, est-ce qu'on peut mettre de côté? Est-ce qu'on peut épargner? Je pense aussi que l'épargne, c'est très, très important. Il faut qu'on s'entende. Est-ce que le fait d'épargner, c'est important pour moi comme pour l'autre personne, pour nos besoins, pour les imprévus? On crée, idéalement, selon moi, c'est de créer un compte d'épargne commun dans lequel chacun des partenaires, une fois qu'il a réglé les charges qui lui reviennent à la maison, ça ne coûte pas, quoi, mensuellement, à chaque fin de mois. L'autre chose que je voulais dire aussi, concernant les envois qu'on peut faire dans nos pays respectifs, plusieurs de ces envois-là se font maintenant en ligne. Bon, je pense que c'est aussi, comment dire, une preuve de confiance mutuelle. Si on peut avoir un seul compte d'envoi pour tout ce qu'on fait comme contribution au pays, ça permet aussi qu'on gère mieux notre budget parce que parfois, on envoie des petits montants de façon très régulière et puis un peu en rang dispersé. J'envoie à droite, mon mari envoie à gauche. Mais finalement, quand on comptabilise, ça peut faire un montant assez conséquent et un trou quand même dans le budget. Donc, je pense que c'est important de s'asseoir, définir peut-être mensuellement quelle est la somme qu'on peut allouer aux projets familiaux des grandes familles, c'est-à-dire pas la famille nucléaire, quoi. Bien sûr, ça n'inclut pas les événements exceptionnels comme deuil, mariage, etc. Mais je pense que ça aide aussi à suivre notre budget. Puis, ça permet aussi qu'on se fasse plaisir nous-mêmes parce qu'après avoir payé tout ce qui a payé à la maison, si on a quelque chose qu'on a mis de côté, au lieu de l'envoyer tout le temps au pays, ça permet qu'on se fasse des sorties, soit juste nous, soit avec les enfants. Et puis, bah, ça contribue à maintenir l'harmonie à la maison, quoi. Pas juste avoir l'impression qu'on travaille pour toujours envoyer ailleurs, puis nous-mêmes, on n'en profite pas vraiment. C'est ça, quoi. Donc, moi, je dirais que, comme le gars Tata dit tout à l'heure, c'est important de répartir. Mais avant de répartir, il faudrait d'abord se connaître soi. Connaître d'abord quel est mon rapport personnel avec l'argent, en fait. Comment moi je me comporte avec l'argent. Ça sert à rien de dire que on va m'humilier avec le conjoint et tout, pourtant que nous sommes dépensiers, ou bien le conjoint est dépensier et tout, et on va commencer à se créer des problèmes plus tard, quoi. Donc, il faut d'abord se connaître soi, connaître quel rapport on a, comment nous-mêmes on gère d'abord notre argent personnellement. Parce que même la répartition, c'est d'abord une répartition personnelle. Comment toi, à la base, tu gères ton argent? Est-ce que tu répartis déjà en ayant un budget, en ayant des projets, ainsi de suite? Et donc, connaissant déjà le profit de tout un chacun, si on doit faire un compte commun, c'est toujours préférable, moi, je pense que c'est préférable d'avoir minimum 4 comptes, dont un compte pour les charges mensuelles et autres, un autre compte pour les projets, que ce soit futur, à court et moyen terme, un autre pour les savings, pour les épargnes, et ensuite le compte personnel de tout un chacun, quoi, comme Olga a dit, parce que c'est ok, on est venu pour former un, mais on a aussi des besoins individuels de la famille, ou bien si je veux t'offrir un cadeau, il faut que j'ai de l'argent aussi de côté pour pouvoir t'offrir ce cadeau, et ainsi de suite, quoi. Donc, moi, même si on doit communiquer par rapport à l'argent, on doit aussi comprendre le background culturel de l'autre, quoi. Parfois, d'autres peuvent venir d'une famille où l'argent, c'est le diable, ou
En fait, il faut comprendre aussi ce background culturel. Parce que tu vas pas venir parler à quelqu'un à qui on a dit que l'argent, c'est le diable. Et tu vas vouloir l'expliquer qu'il faut épargner, bien, il faut investir cet argent-là, quoi. Tu vas te buter devant un mur. Donc, toutefois, parfois, on n'a pas le temps de poser ça avant d'entrer dans le mariage. Donc, maintenant, si c'est qu'on est dans le mariage et on a ce cas-là, il faut trouver juste le langage que la personne comprend. S'il ne veut pas, tu as tout fait. Tu investis, c'est toujours pour vous deux. Merci. Oui, tu parlais de 4 comptes. Pour compte projet épargne, j'ai raté les 2 autres, pardon. Les charges quotidiennes ou mensuelles. Charge obligatoire, quoi. Hmm. J'ai épargne et personnel. Personnel. Ok, merci. Pour ma part, je pense que la gestion des finances dans le foyer, c'est comme en entreprise. Une fois qu'on établit quelles sont nos charges dans nos foyers, quelles sont nos différentes sources de revenus et nos différentes sources de dépenses, il faudrait que si, en fonction de l'apport de tout un chacun, que ce soit volontaire ou bien sa capacité à pouvoir, il faudrait qu'on se dise que si tel peut apporter 70% et l'autre 30% pour essayer de couvrir toutes les charges de la maison, que chacun s'arrange toujours à remplir son devoir. Sauf vraiment en cas de force majeure que l'autre peut aider, mais que chacun s'arrange toujours à remplir son devoir pour que le foyer aille bien financièrement. La transparence, c'est un peu compliqué parce que de ce que je sais et aussi de ma propre expérience, c'est pas toujours aisé d'être totalement transparent en ce qui concerne les finances. Il y a toujours un qui a une source de revenus qui n'est pas déclarée, ou bien même quand c'est déclaré, il ne déclare pas ce que ça rapporte entièrement. Et ce n'est pas toujours mal parce que c'est peut-être dans cet argent-là que tu peux aussi faire des petits cadeaux à ton conjoint, lui offrir des petits voyages surprises, parce qu'une fois que vous avez des charges fixes, c'est difficile et que vous déclarez tout. Ce n'est pas toujours bien vu que quand tu vas dire à un conjoint que non, je vais prendre l'argent dans telle chose pour qu'on se fasse un voyage, il va te dire peut-être que non, c'est pas prévu, tout ça. Or, si tu as ta source de revenus qui est là en cas de, on ne sait jamais, tu es peut-être heureux, tu passes de bons jours et tu veux offrir quelque chose, un resto ou alors un voyage à ton partenaire, tu peux piocher dans, dans cette caisse-là. Pour ma part, je pense que c'est que chacun remplisse son devoir financier à la maison et le reste, ça va. Tant que le foyer n'est pas mal financièrement, il y a pas besoin d'alarmer tout le monde, quoi. C'est ma contribution. Merci. Oui, Flore. Merci. Je vais juste ajouter quelque chose de très court par rapport à ce que les autres ont déjà dit. De toutes les façons, on n'a plus vraiment du temps. Je voulais juste dire que par rapport à ce que Rami disait tout à l'heure, je voudrais ajouter que il faudrait aussi que le couple peut-être définisse une certaine somme au-delà de laquelle il ne faudrait pas aller sans informer le conjoint, par exemple. Donc, du genre, peut-être, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut de ses sous et tout, mais si c'est des achats de plus de 100 euros, plus d'une fois par mois, il faudrait en parler à l'autre afin que vous décidiez ensemble, quoi. Je veux dire, même si c'est ton truc à toi, même si ça t'appartient, il faudrait vraiment en parler. Donc, je veux dire, il y a toujours des petites méthodes comme ça qui marchent. Et même si vous avez déjà mis des comptes ensemble, vous avez fait des projets communs et tout, mais que l'un et l'autre aient le droit de regard sur ce que tu fais, quoi. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que tu peux te dire que, bon, voilà, j'ai déjà rempli ma part de devoir à la maison et tout. Alors, le reste, je fais ce que je veux de ça. Et imagine alors que tu deviens accro, par exemple, aux jeux. Je prends des cas extrêmes. Les jeux vidéo, les trucs où on pas payer de l'argent pour jouer là. Et tout, et tout. Tu peux finir par hypothéquer même comme ça ta maison sans que le conjoint ne soit au courant parce que tu as utilisé ce qui te revenait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on doit toujours avoir le droit de regard sur quand même l'autre. Mais il faut définir. Il faut peut-être se dire que oui, tu as le droit peut-être de faire tout ce que tu veux tant que ça ne dépasse pas 100 euros le mois. Mais si c'est un achat de plus de 100 euros, tu peux te dire, ben, il faut qu'on en parle quand même parce que la somme est quand même considérable. Tu vois, vous en discutez ensemble et vous décidez ensemble. Donc, en fait, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à... Moi, j'ai une autre philosophie, mais je pense on n'a plus du temps pour en discuter vraiment. Voilà. Bon, mieux Merci. finissons ça et on va discuter des autres points la prochaine fois. Là, on finit, porter encore un peu, même 5-10 minutes, on finit avec les finances.
Et puis on en parlera après les autres, après la prochaine rencontre. Si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, vas-y. Ah oui, bah, voilà, je voulais dire ceci, ça dépend vraiment, cette affaire de finances est très compliquée, chacun définit tel qu'il entend avec les réalités de son couple, tu vois. Mais si vous êtes un couple où il n'y a vraiment pas, où l'argent est votre serviteur et non votre maître, normalement, ça ne devrait même pas causer de problème. Ça veut dire que vous pouvez tout mettre ensemble et tout, et gérer tout ensemble. Et décider carrément que voilà, on met les deux, salaire A, salaire B, vous mettez ensemble. Et à partir de là, vous définissez, bon, voilà, les sommes qui vont dans telle famille, les sommes qui vont dans l'autre famille, ainsi de suite, je veux dire, l'argent de poche de chacun en fonction des besoins de tout un chacun, ainsi de suite, l'argent de vos projets dans 10 ans, dans 50 ans, ainsi de suite. Vous faites vraiment des trucs ensemble, en fait. Et maintenant, quand vous avez déjà prédéfini tout ce que vous avez à faire, vous avez retiré tout ça, et tout, vous pouvez donc commencer à choisir. Vous vous dites, bon, voilà, maintenant, toi, tu as le droit de faire ce que tu veux de ce qui reste chez toi, ou bien de, voilà, de ton, euh, je veux dire, ton argent de poche, en fait, tu vois. En ce moment, ce n'est plus que oui, tu donnes ta contribution pour les tâches, moi, je donne la mienne, et puis tu fais ce que tu veux du reste. Parce que moi, je vois ça un peu différemment. Pourquoi? Parce que si toi, tu touches plus que ton mari, ou bien s'il touche plus que toi, ce qui est sur chez lui, il en restera beaucoup. Et chez toi, peut-être toujours beaucoup plus, beaucoup moins, en fait. Donc, du coup, il faudrait aussi voir dans ce sens-là. C'est en fonction peut-être des pourcentages. Vous pouvez définir le tout en fonction des pourcentages. Tu vois, le pourcentage qui est relatif au salaire, en fait. Tu vois. Maintenant, vous mettez tout ensemble et tout. Et chacun a son argent de poche. Et dans cet argent de poche-là, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est là-dedans que tu peux te dire, bon, je fais un petit cadeau à mon mari, je peux cotiser un peu, je peux faire ceci, faire cela pour des petites surprises et autres. Parce que si c'est que c'est, comme disait Rami, c'est pour ça que j'ai dit que je suis un peu d'accord avec elle. Parce qu'il y a trop de transparence, il n'y aura plus pratiquement de surprise. Ça va un peu tuer l'effet surprise dans le couple, quoi. De dire que bon, il est au courant du moins de 5 francs, tu ne peux même pas dire que tu veux lui offrir quelque chose sans qu'il ne le sache. Ou bien tu lui organises un anniversaire surprise, il est au courant de tout parce qu'il a vérifié tout dans les finances et tout. C'est pas forcément, il y a toujours un petit truc qu'il faut quand même garder de côté. Certaines, je sais pas, vraiment, tu as le droit de regard, c'est vrai, mais il y a des limites. Comme je dis, il y a des sommes. Tu peux te dire à plus de 100 euros, oui, tu as le droit de regard. Mais à moins de 100 euros, tu n'as plus le droit de regard sur ce que je fais avec cet argent-là. Tu vois? Donc là, je peux faire des petites surprises, que ce soit à quelqu'un, ou bien tu peux décider d'aller rendre visite à un malade, tu lui gardes un truc. Tu n'as pas forcément besoin de demander à ton conjoint si tu as le droit de lui acheter, je ne sais pas trop, les fleurs ou bien les fruits, des trucs comme ça, quoi. Donc, il doit toujours avoir vraiment une somme définie, ça c'est mon avis. Voilà, une somme définie pour laquelle personne n'a le droit de regard dessus, en fait. Ouais. Ok, super. Je vais quand même préciser parce que les gens ont souvent une façon de comprendre les choses. Quand on parle de, de ne pas être transparent à tous les niveaux, c'est important de dire que, de préciser, comme vous avez dit là, que vraiment, juste en cas de surprise, cadeau et tout, parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'à maman, on a dit aux femmes de cacher l'argent dans le couple. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que, oui, jusqu'à une certaine limite, juste dans le cas où c'est juste parce que on pense que c'est pas, on va dire quoi, c'est pas romantique, on va dire quoi, ou je sais pas si le romantisme va aller, de se lever et dire que je vais faire un cadeau à mon mari et il sait d'où l'argent vient et ainsi de suite. Donc, je voulais juste ajouter cette précision-là. On dit, je suis tout à fait d'accord avec Flo. Je pense que lorsqu'on se met ensemble en tant que famille, il faudra aussi regarder dans l'avenir. Et pour pouvoir regarder dans l'avenir, on va pas dire que bon, on gère les besoins de la maison et puis chacun gère la somme qu'il veut. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On met tout ensemble et puis on sort un budget. Chacun a son argent de poche, y compris les enfants et les parents aussi. Et maintenant, de ton argent de poche, tu peux gérer comme tu veux. Et c'est de là que peuvent venir peut-être les cadeaux, comme on disait, n'est-ce pas? Mais il faut surtout qu'on insiste aussi sur l'aspect de faire, par exemple, les économies ou alors d'investir, parce que c'est très important. Il ne faudrait pas seulement que, bon, le reste de l'argent, on prend. Il faut avoir un budget. Et dans ce budget, on classifie vraiment les choses et on essaye de ne pas vivre seulement aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais de voir un peu plus loin. Et je voulais juste préciser sur ce point-là, merci. Merci.
Je vais essayer d'intervenir rapidement en espérant avoir des réponses. Déjà, il y a Rami et Flore, enfin les deux mamans. Rami déjà qui a commencé par mentionner le fait que il fallait déclarer. Il y a des revenus parfois qui peuvent être déclarés et d'autres pas du tout. Et la maman Flore qui parlait de la transparence. En fait, les deux, à un certain niveau, m'ont un peu perdue parce que j'ai cru comprendre à un moment qu'il fallait être effectivement transparente dans les finances, mais jusqu'à un certain niveau et arriver à un niveau ne pas l'être. Déjà, si je dois d'abord me retarder sur le point de ramer, quand tu parles de déclarer les revenus, c'est genre le déclarer à ton conjoint, c'est-à-dire transparence totale, ou bien déclarer juste à l'État et garder certaine pour toi, une certaine réserve pour toi. Maintenant, lorsque maman Flore parlait voilà, de garder, de donner le droit de regard sur les épargnes personnelles de son conjoint. Est-ce qu'on parle ici uniquement du droit de regard ou aussi du droit de décision? Parce que je pars du principe que si on a déjà divisé les comptes, genre on passe sur une base de 3 comptes, le compte personnel, chacun a son compte où il va mettre ses petites épargnes et faire ce qu'il a à faire avec. Et le compte commun avec lequel on va essayer de régler toutes les factures, que ce soit mensuelles, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est obligation mensuelle. Je peux me permettre, avec mes épargnes qui sont dans mon compte personnel, si bien sûr l'autre s'il n'a pas le droit de regard là-dessus, je peux me permettre de lui faire une surprise. Parce que si on dit oui, tu me donnes le droit de regard, mais tu ne me donnes pas le droit de décision, ou tu me donnes aussi le droit de décision dans ça, et que je peux décider qu'arrivé à un certain montant, c'est-à-dire tu ne dois pas dépenser dans tes épargnes plus de 100 euros. Si la surprise que moi je vais te faire dépasse 100 euros, je dois aussi te dire que je veux faire une surprise de 100 euros, ou bien je fais comment? Bon, je ne sais pas si j'ai été si j'ai été claire ou si je vous ai embrouillé un peu avec les cas. Non, non, je trouve que les questions sont pertinentes. Flore, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Oui, puisqu'il s'agissait de Rami et de moi, donc je voudrais dire quelque chose. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de contradiction, peut-être tu ne m'as pas bien suivi. J'ai dit qu'il doit y avoir vraiment la transparence dans le fait que vous mettez les deux salaires ensemble. D'accord? Maintenant, vous définissez tous vos projets et tout. Ça ne veut pas dire que ce qui reste et tout, ton mari n'a pas le droit de décision. J'ai dit ceci, vous prédéfinissez une somme pour chacun, une somme au-delà de laquelle l'autre a le droit de décision. Même si c'est ton argent de poche. Si tu as de l'argent de poche et que ton argent de poche, par exemple, c'est 300 euros, d'accord? Disons non, 300 euros, c'est même trop dit. Disons que ton argent de poche, par exemple, c'est 120 euros et que tu veux faire un achat de plus de 100 euros, il convient que ton mari soit au courant ou bien que ton épouse soit au courant de l'achat que tu veux faire. Pourquoi? Parce que si tu fais, je peux bien parler d'un achat en un coup. Parce que si tu veux faire cet achat-là et qu'après, il ne doit te rester que 20 euros, et que, bon, plus tard, tu voudrais peut-être aller te faire coiffer dans un salon, tu n'as plus de l'argent, ça commence à créer des petits problèmes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une somme en deçà de laquelle, normalement, les conjoints ne doivent pas avoir le droit de regard là-dessus parce que toutes les petites surprises viennent de là. Sinon, ça tue un peu l'amour. Si tu veux faire un cadeau de plus de 100 euros à ton gars, dans ce cas, moi je dis, tu dois te prendre longtemps à l'avance, en ce sens que tu dois cotiser sur plusieurs mois. Ça, c'est des projets. Tu peux te décider que, bon, j'ai envie de lui offrir un cadeau de 300 euros. Ça veut dire que ce mois, tu mets peut-être, je sais pas, 75 euros de côté ou bien 50 euros le mois prochain, ainsi de suite. Parce que tout, nous sommes quand même, je veux dire, tu peux tout planifier en fait. Tu vois, de manière à ce qu'au moment opportun, tu ne sois plus en train de lui dire que, ah, j'ai 120 euros et tout, moi, je voudrais te faire un cadeau de 100 euros et tu te sens obligé de lui dire que tu as envie d'acheter quelque chose de plus de 100 euros et que c'est un cadeau que tu voudrais lui offrir, tu comprends un peu. Donc, c'est dans ce sens que je dis à plus de 100 euros quand même. Ça, c'était juste un exemple. Hein. 100 euros, c'est pas dit que c'est la base des... Voilà. Donc, c'était juste une somme prise comme ça. Mais comme j'ai dit, ne pas avoir le droit de regard à moins de 100 euros, ça permet à l'autre de pouvoir faire des petites surprises
à son conjoint ou même aux enfants sans problème. Parce que c'est quand même assez... c'est un peu embêtant d'être dans un supermarché, vouloir acheter un truc pour un enfant qui coûte 20 euros et de devoir demander au conjoint si tu dois acheter ça ou pas. Il faudrait quand même que tu puisses le faire par toi-même sans avoir besoin de demander à qui que ce soit, en fait, tu vois. Mais au-delà d'une certaine somme. Et pourquoi est-ce qu'on définit cette somme, à mon avis? C'est parce que vous avez des projets communs. Tu vois, vous avez des projets, si vous êtes marié, c'est parce que vous voulez mettre l'eau ensemble, vous voulez investir, vous voulez grandir, et même financièrement, pourquoi pas vous enrichir même, d'accord? Et pour ça, il faudrait donc ne pas dépenser inutilement. Et c'est pour ça qu'à une certaine somme donnée, il faudrait bien que le conjoint puisse donner son accord par rapport à ce que tu veux faire comme dépense, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'exemple des jeux et tout ça, des jeux vidéo là et tout. Tu peux aller, tu te dis que non, c'est mon argent, ce sont mes 100 euros, je fais ça ce que je veux. Tu joues aujourd'hui pour 10 euros, demain pour 20 euros, ainsi de suite. Et un beau jour, quand tu commences à jouer, tu perds contre la machine ou bien contre un partenaire que tu as rencontré là-bas. Ça devient que tout doucement, tu commences à piocher dans les caisses sans dire à l'autre, ou bien à hypothéquer même une maison, ou bien je ne sais pas trop. C'est en fait pour ça que je dis que c'est important que le conjoint ait le droit de regard sur certaines choses et le droit de décision à une certaine somme donnée, prédéfinie par vous-même, tous les deux. Ça ne peut marcher que si vous décidez ensemble, en fait. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est... Et comme Jeanne l'a mentionné tout à l'heure, hein, ce n'est pas une histoire de... Oui, cet argent, c'est pour envoyer, c'est pour faire des projets discrets et tout. Non, vraiment, c'est pour se sentir à l'aise. Parce que c'est toi qui travailles, c'est vous qui travaillez cet argent. Vous avez besoin à un moment donné de vous faire plaisir quand même. D'accord? On est bien d'accord qu'il faut faire plaisir. Donc, du coup, il faudrait quand même que pour te faire plaisir, tu n'as pas besoin d'être... je prends peut-être une femme qui voit un sac en main de 30 euros, elle veut se l'offrir, elle apprend encore le téléphone, chérie, s'il te plaît, j'ai vu un sac ici qui me plaît tellement, est-ce que tu me permets de l'acheter? C'est quand même un peu ridicule en fait. Donc, c'est pour ça que si vous prédéfinissez tout dès l'avance, mais toi, tu te sens à l'aise et lui-même, il est libre d'aller se faire une coiffure peut-être de 20 euros ce mois, 80 euros, ne même pas savoir quoi faire de ça et puis décider de gâter ses enfants avec ou son épouse. Ça dépend de tout un chacun, en fait, tu vois. Mais toujours dans la transparence. Et s'il y a un cas particulier, si c'est que, bon, voilà, vous avez déjà défini, j'envoie telle somme à ma famille, on envoie telle somme à ta famille. Si après ça, tu constates que, bon, dans tes 100 euros, tu as utilisé 20 euros et tu aimerais envoyer encore les 80 euros dans ta famille à toi et non dans sa famille à lui, il faudrait quand même le lui dire. Tu vois, pour éviter des incompréhensions ou bien des cachotteries et tout, parce que ça commence toujours tout doucement, après ça devient comme une fondation, ensuite le lendemain on a la maison. Et c'est dangereux, donc je me dis qu'il faudrait, c'est pour ça qu'il faut vraiment être transparent. Donc c'est une transparence vraiment, mais avec un petit truc à côté pour pimenter un peu la relation en fait. C'est dans ce sens en fait que je parlais de ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, hein, merci. Claire, oui, mais c'est vrai que j'ai encore deux, trois questions, mais je ne pense pas que le temps va suffire. Peut-être à la prochaine occasion. Oui, à la prochaine rencontre, nous sommes à 15 minutes, on a débordé de 15 minutes déjà. Et on pourra revenir un peu sur les finances si vous voulez bien, pour un début à la prochaine fois. Ok, désolé les mamans pour le débordement. Le débat était très, très sucré. Et du coup, on n'a pas vu le temps passer. Mais on aurait voulu couvrir tous les autres points, mais c'est pas possible aujourd'hui. On va devoir reporter.